Gris, comme le dit très bien sa couleur. Non, la couleur, ça parle pas, c'est moi qui parle. Comme permet de constater sa couleur grise, il s'appelle donc Monsieur Gris. Et puis là, il a peut-être été réveillé pendant une sieste parce que le propriétaire du chat n'avait pas été informé de quelque chose qui s'appelle les rythmes circadiens. C'est le rythme avec lequel un individu fonctionne au travers la journée. Un individu, quel qu'il soit, là, même une mouche, ça a des rythmes circadiens. Fait que si Monsieur Chat, ici, avait dans son rythme l'intention de dormir, puis que là, on le réveille en quelque part, c'est une agression. Il y aurait une préférence à faire de l'amener à être en action à l'extérieur à des moments où, dans la résidence, le chat préfère jouer. Mais, de toute façon, il va se réveiller tranquillement parce qu'on est dehors. Là, on va le déposer, voir ce que ça donne. Allez, Monsieur Gris, explore. Allez, hop! Petit chat qui, bon, se couche. Est-ce qu'il va être intéressé à jouer avec le bâton? Pour l'instant, pas tant. Youhou, monsieur! Ah oui. Je suis pas convaincu, je sais pas, on va voir. L'idée, c'est toujours la même chose, qui s'habitue à notre présence à grande proximité, mais il faut faire attention parce que vu que ce chat-là est habitué à mes pieds, le problème va être que si moi j'arrive pour marcher et que je ne fais pas attention à sa présence, comme bien les gens font, ben ils vont marcher sur le chat. C'est pas la bonne idée. Moi, j'ai pas tant que ça d'équilibre à cause des hernies discales que j'ai. J'en ai trois seulement, c'est vraiment le fun. Puis, ce qui fait que si mes chats se déplacent alors que je cherche à passer à côté d'eux, moi, je peux perdre l'équilibre. Mes chats, quand je passe à côté d'eux, ils réagissent pas. Ils me laissent, moi, réagir, ils me laissent, moi, passer. Puis, on a la paix avec ça. C'est de même que ça se passe. Là, Monsieur Gris vient de repérer le jouet. On va voir si ça marche. C'est le caméraman qui joue avec le jouet. Fais ça un petit peu plus bas. La souris roule à terre, puis la queue attire le chat. On va voir s'il va se déplacer. Là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il dormait, puis qu'il était bien, puis qu'il s'en retourne dans son rythme de... Non, il jouait. Il jouait? Ah, Ouais. d'accord. Moi, je sais pas. Ah bon, on va réussir. Ah, le chat. Éventuellement, la nouveauté d'avoir un terrain autour de lui va disparaître. Il va être intéressé à plus nous accompagner, mais c'est pas comme ça au début que ça se passe. Hein. De toute façon, il est tout jeune, son système nerveux est en développement. Les significations que nous, on attribue aux choses, évidemment, lui, il les a pas. Et c'est ça qu'on fait comme problème, entre autres, l'être humain, là, c'est de se trouver bien supérieur à toutes les autres formes de vie, et donc à ne pas les respecter. Et même entre humains, on cherche à imposer nos façons de voir les uns aux autres, ce qui n'est pas si efficace que ça, puis pas si évident que ça. L'autre problème qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de choses dont on est convaincu simplement parce que nos parents eux-mêmes étaient convaincus de ça par les autorités qui les encadraient à ce moment-là. Ça peut être complètement, mais totalement faux. On fait juste regarder, aux États-Unis, ils disent que quelqu'un qui travaille, qui fait les efforts, va être capable d'améliorer son sort social. Cependant, c'est pas ça du tout. Avant la pandémie, c'était la moitié des richesses aux États-Unis était la propriété de seulement 1% de la population. Maintenant, après la pandémie, ce 1%-là n'est plus propriétaire de 50%, mais bien d'en haut de plus de 60% des biens. Pendant ce temps-là, sur la planète, énormément d'animaux disparaissent à cause qu'on détruit leurs habitats, parce que l'être humain est intrusif partout. Il se considère comme nous représentons Dieu qui a dit allez dominer le monde. Bien, si dominer le monde veut dire le détruire, si on gagne le combat contre la nature, tout le monde meurt. Hein? Il va falloir se mettre ça dans la tête. Si on gagne le combat contre la nature, tout le monde meurt. Avec ce qui s'en vient, qui est une catastrophe, même si les gouvernements n'acceptent pas de l'admettre, c'est décrit depuis hyper longtemps. Dennis Meadows, 1972, une limite à la croissance. On ne peut pas avoir une croissance infinie sur un monde fini. Pourtant, on est encore en train de chercher à faire de la croissance. C'est pas possible. Et les gens qui étudient de façon profonde comment ça va se passer quand tout va planter, leur nom, c'est des collapsologistes. La collapsologie est une science maintenant. Et c'est la description de l'effondrement des systèmes sociaux. Il faut comprendre que l'être humain n'est pas adapté à son environnement, mais a adapté son environnement à lui. Alors quand toutes les choses vont se mettre à se désorganiser une après l'autre, on va être vachement démunis. C'est pour ça que
j'ai l'intention de faire des propositions sur comment, dès aujourd'hui, préparer les événements auxquels on va devoir faire face, entre autres la distribution d'eau, qui est un problème majeur. Une personne sur 4 sur la planète dépend de l'eau des glaciers pour sa survie. Et on sait que les glaciers sont en train de disparaître, ce qui veut dire que dans pas long, une personne sur 4 va disparaître à cause de stress hydrique, à moins qu'il migre. Et là, nous autres, on va bloquer la migration parce qu'on veut protéger des frontières complètement artificielles, des lignes dans le sol que nous autres, on a imaginées. Les lignes ne sont pas là. Des lignes dans le sol que nous autres, on a imaginées, puis on a fait des murs là-dessus, au point que les animaux qui avaient des processus migratoires ont perdu ces processus-là, et la majorité de ces animaux-là en sont décédés. C'est vraiment intéressant ce qu'on a fait, c'est vraiment intelligent. Hein, pour défendre des idées complètement tâches, là, on a scrappé la vie sur la planète, on continue de le faire. Dans la collapsologie, ils disent très bien qu'on va devoir fonctionner avec des ressources qui sont vraiment moindres que ce à quoi on est habitué, qui est en train de se saucissonner, celui-là. Et puis, la chose est la plus simple à dire. Si on accepte immédiatement la simplicité volontaire, les conditions de vie dans lesquelles on va devoir fonctionner vont nous sembler adéquates parce qu'on cherche le simple. Mais si on veut tout le monde avoir 3 voitures, 2 porte-avions, puis des porte-avions, je connais personne qui est propriétaire. Personnellement, est-ce que je connais quelqu'un qui est propriétaire de porte-avions? Je pense pas, mais je sais qu'il y a des gens qui ont réussi à en louer un afin de jouer une partie de tennis dessus. Fait que fucking shit of a tabarnak, comme ils disent en latin. Hein? Là, je suis couché tranquille. C'est quand même quelque chose qu'on souhaite. Hein, le chat? Miaou! Allez, allez. Non? Wouhou! Le chat. Honnêtement, j'apprécie qu'on soit dehors et qu'il soit calme parce qu'on est quand même entouré de bruit puis c'est un petit chaton. C'est difficile pour lui d'avoir une indifférence à la surstimulation de ce qui se produit. Il y a beaucoup de bruit dans son environnement, puis c'est pas encore naturel pour lui peut-être. Ça fait quoi? Ça fait 3 semaines qu'il est dans un coin où il y a plein d'autos. Avant ça, il était dans un petit coin reculé où il n'y avait personne, il n'y avait pas de bruit. C'est une rue en cul-de-sac. Il y avait peut-être 5-10 voitures qui passaient dans l'après-midi ou à l'heure de pointe. Ici, ça n'arrête pas. Hein, le chat? Je me demande comment les politiciens vont faire pour s'organiser. La collapsologie, ce qu'elle décrit, c'est que la première chose qui va se produire, c'est que tous les services qu'on considère essentiels, auxquels on est habitué, vont ne plus pouvoir être fournis. Des entretiens, des rues, là, oubliez ça, dans pas long, les ressources ne seront pas là. Il n'y aura plus de pétrole pour faire fonctionner les gros équipements. On a dépassé les pics de production dans absolument tous les produits qu'on utilise. En plus de ça, c'est qu'on a commencé à faire des alliages hyper compliqués. Ces alliages-là, il y en a beaucoup qu'on ne sait même pas comment revenir en arrière ou bien les réutiliser, les transformer dans le même alliage, mais de façon à pouvoir le réutiliser. Il y a beaucoup d'alliages très complexes qu'on utilise que c'est pas fait. Une des choses qu'on pourrait faire pour s'en sortir, puis c'est un modèle qui a été suggéré à plusieurs reprises par des gens de science-fiction, c'est au lieu d'aller coloniser une planète dans laquelle on va toujours rencontrer le même problème de devoir s'ajuster à un environnement et ajuster cet environnement-là à nous, c'est toujours ce qu'on fait, ce serait d'aller vivre carrément dans l'espace, à proximité de la Terre, jusqu'à temps qu'on ait construit une base qui a de l'allure, puis au lieu d'envoyer les matériaux du sol vers l'espace, créer des nanorobots qui vont être capables de se reproduire. Que le nanorobot se défait, prend des matériaux autour de lui, puis reconstruit un autre nanorobot comme lui, puis ça à répétition jusqu'à temps qu'on ait une flotte de nanorobots et que ces nanorobots-là soient programmés, même à distance s'il le faut, afin qu'ils deviennent des spécialistes en forage. Puis là, tu les envoies dans la ceinture d'astéroïdes, puis tu les fais envoyer des petits cailloux vers un point précis en orbite pour qu'on ait les matériaux dans le ciel, pas très loin de la Terre, où on va pouvoir envoyer des équipements plus complexes afin de faire du forage et éventuellement être capable de recevoir les cailloux envoyés par les nanorobots. C'est pas la fin du monde. On est capable de calculer des oscillations qui demandent très peu d'énergie et qui feraient que la roche qu'on a choisie nous serait envoyée, livrée en 5, 6, 7 ans.
avec très peu d'énergie. C'est le mathématique du chaos. Je ne sais pas si c'est Murray Gell-Mann dans le Quark et le Jaguar qui parlait de ça, mais c'était autour de la physique quantique. Il y a beaucoup de gens qui ont développé c'est quoi la propulsion. Nous, pour quitter l'atmosphère terrestre, on a besoin d'une grosse propulsion. Mais après ça, pour déplacer des objets dans l'espace, une oscillation suffit pour que finalement ces objets-là puissent être envoyés autour de la Terre à un endroit où on n'est pas en danger et que ça ne viendra pas tout foquer nos flottes de satellites. Puis on pourrait créer une base en orbite assez élevée, recevoir ces matériaux-là et là-bas directement faire la métallurgie afin de pouvoir fonctionner. Il faut quand même comprendre que tous les atomes qu'on a sur la planète ont été construits dans des étoiles qui maintenant ont explosé. Ça a ensemencé les autres étoiles et les planètes qui se sont formées autour des étoiles. Ça date des années 1900. Un physicien était dans un camion, dans un véhicule, suivait un camion militaire sur un pont avec des parapets en fer. Et puis, il a vu qu'avec le passage du camion, les poussières faisaient des tourbillons. Il y avait un tourbillon principal, il dit « Ah, ça va être l'étoile ». Il y avait des tourbillons secondaires, il dit « Ah, ça va être les planètes ». Puis il y avait des tourbillons tertiaires, il dit « Ça va être les lunes ». Fait que dans sa psychologie, à lui, dans sa pensée, tous les nuages d'étoiles, qu'on sait que ce sont des nuages maintenant, les télescopes étaient quand même assez bons pour détecter ça, puis deviner ça dans le temps, même si ce n'était pas 100% prouvé. Tous ces nuages-là sont pleins de matériaux qui ont servi à constituer les planètes telluriques comme la Terre et les géantes gazeuses comme Jupiter, Saturne, Neptune. Alors, on a déjà tout ça, ces matériaux-là, qui sont probablement à une planète qui a explosé suite à la tension entre Mars et Jupiter. Oui. Et puis, ces matériaux-là, toutes ces roches-là, on peut aller les chercher et commencer à organiser pour qu'on ait les ressources au lieu d'utiliser du carburant pour quitter la Terre avec beaucoup de matériaux, avoir le matériau directement en espace. Et au lieu d'aller coloniser d'autres planètes, aller coloniser l'espace comme tel, vivre là. Parce que quand le Soleil va se mettre à exploser, il va augmenter d'intensité, puis ça va commencer à brûler la vie sur Terre. On a quand même le temps. On va probablement avoir réussi à atteindre la vie de tout le monde bien avant ça. L'idée d'aller sur la Lune, faire une base permanente, c'est pas si mauvais que ça parce que c'est proche. Aller sur Mars, c'est très loin, puis l'atmosphère martienne il y a des éléments dedans là, qui font qu'on ne peut pas utiliser cette atmosphère-là sans la filtrer énormément. Alors, c'est beaucoup, beaucoup de travail. On serait aussi bien de faire une base rotative qu'on pourrait augmenter et qui serait autonome dans un même genre de point autour de notre planète que là où est le télescope spatial James Webb. Allez, on parlait de ça au début, c'est quand même le fun. La chose qu'il y a, c'est qu'il y a énormément de détails qui n'entrent pas dans notre imagination parce qu'on nous apprend, si je ne le vois pas tout de suite, si je ne le comprends pas tout de suite, donc je le refuse. Et tu n'arriveras pas à me faire croire que, cette phrase-là, tu n'arriveras pas à me faire croire que. Il y a déjà eu un joyeux drill qui a commencé la conversation comme ça avec moi. En fait, il a voulu commencer une conversation. Tu n'arriveras jamais à me faire croire que, ben pourquoi j'essaierais? Il dit, hey, tu m'insultes, comment ça je t'insulte? Tu me dis, je te ferai pas, j'arriverai pas à te faire croire, puis je te dis, j'essaierai pas. Puis ça, c'est une insulte. C'est quoi ton affaire? Et non, ça n'a pas passé, ça n'a jamais passé. Il restait furieux contre moi. Il fallait que j'aille le débat et qu'on fasse un dialogue de sourds, que lui démontre ses idées, qu'il me les explique, puis que moi, je les refuse, puis que je lui démontre mes idées, puis que lui les refuse. J'ai pas de temps à perdre avec ça. Ça c'est un débat stérile. Là. C'est ce qu'on appelle le résultat d'un va-et-vient ridicule. Ça, je suis pas intéressé. Quelles sont tes idées, quelles sont tes sources, comment tu organises tes idées, c'est quoi la cohérence interne de toute ta logique. À partir de ce moment-là, on va vérifier. Et puis, bon, ben c'est ça. Là, tu as mis le chat. On est dans un coin où il y a de temps en temps des lièvres. Il commence à s'amuser. C'est le fun. Moi, je suis bien content. Grenouille à grand gueule. Ah, savez-vous c'est quoi une grenouille à grand gueule? C'est une grenouille à grand gueule comme ça qui se déplace, puis s'en va à côté d'un chien. Bonjour, toi. T'es qui, toi? Ben moi, je suis un chien. Ah oui. Et qu'est-ce que tu manges, toi? Ben, je mange la nourriture que mon maître me donne. Ah oui, ah, c'est intéressant, c'est beau ça, bye. Et il continue de se promener, tout, rencontre un chat. Bonjour, toi. T'es qui, toi? Moi, je suis un chat. Ah oui, t'es un chat. Qu'est-ce que tu manges, toi? Ah, ben, moi, je mange la nourriture que mon maître me donne. Ah oui, OK, c'est intéressant. Continue à se promener. Tout. C'est bien beau. Fait que là, la grenouille à grand gueule voit un serpent là-bas, puis il va voir le serpent. Tout. Bonjour, toi. T'es qui, toi?
Ah, ben moi, je suis une couleuvre rayée. Ah, qu'est-ce que tu manges, toi, la couleuvre rayée? Ah, moi, je mange des grenouilles à grand yellow. Ne pas par ici, ne pas par ici. Bon, ben c'est beau, on va mettre fin à ça. Il faut toujours terminer avec une idiotie. Sur ce, supportez-vous bien. Voilà, bye.